d'être présent. Et je suis très heureuse, chère Jeanne Orient, d'accueillir dans cette librairie avec mon équipe ce fil de mémoire, Jeanne Orient, pour une fois en public, parce que avec Jeanne, voilà, Jeanne a eu la ténacité d'en organiser quelques-uns pendant tous ces derniers mois, comme vous le savez, de confinement. Donc voilà, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et je vous laisse vite la parole pour vous présenter ces impressionnants et prestigieux invités, voilà, pour une belle soirée sur la traduction. Merci beaucoup. Merci Jeanne. Merci à vous. Merci beaucoup. L'importance d'une parole se mesure à la place qu'elle prend durablement en chacun de nous, à ce qu'elle fait bouger en nous, à la terre intime qu'elle remue et fertilise. C'est Henri Gougaud qui disait ça. Et je pense que sans eux, les traducteurs, nous ne saurons pas, tous ces ailleurs, tous ces mots, toutes ces paroles qui remuent la terre intime de chacun et la fertilisent. Donc je suis très heureuse ce soir de recevoir Madame Marélie Lenire, Philippe Loubière, André Markovitch et Dan Bourcia, qui vont nous parler de traduction. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous Madame Verger, qui est l'éditrice des éditions Le Cirque, et un auteur, voilà, qui est Madame Tatiana Tilbuac. Voilà, je dis le nom mal, pardon. Donc, je vais aussi, on a élargi un tout petit peu la discussion pour partir vers l'interprétation. Parce qu'Alain Warraud, qui est professeur de musique au Conservatoire des Landes et qui est auteur, a trouvé aussi qu'il y a une forme de traduction quand on prend une partition et qu'il y a transcription. Il parlera beaucoup mieux que moi de tout cela. Je voudrais aussi remercier infiniment la librairie Gallimard, parce que sans eux, on est dans un très bel écrin. Et en même temps, il y a des ombres qui passent là, des noms connus. Et je pense que Dostoïevski, Tolstoï et tant d'autres vont nous dire on était là bien avant vous, ils ne peuvent pas être là ce soir. Donc, il nous faut un petit clin d'œil et nous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Anne. Merci au public. Et comme c'est notre premier retour de fil de mémoire après le confinement, on va applaudir très fort. Voilà. Merci, merci, merci. Madame Lenire, cher Philippe, cher Dan et cher André, je commencerai en vous demandant de vous présenter chacun comme lors d'un speed dating en 1 minute pour convaincre. Madame Lenire. Bon, je suis née en Roumanie de parents français, j'adore la langue roumaine et je n'ai eu de cesse de pouvoir traduire du roumain à la fin de ma carrière de professeur. André. Ben, je fais que écrire. Je passe ma vie à écrire. Quand j'ai fini de traduire les œuvres complètes de Dostoïevski et qu'un journaliste m'a demandé si en plus, est-ce que vous écrivez? Je ne l'ai pas tué parce que je n'avais pas les moyens. Mais voilà, ben, j'écris et je traduis. Dan. Bonsoir, je suis Dan Bourcia. Je suis né en Roumanie. J'étais professeur de lettres en Roumanie. Je suis arrivé en France à l'âge de 38 ans, mais je parle français depuis très longtemps, depuis jeune. Et j'ai fait de la traduction une passion et encore du blog Lettres Capitales que beaucoup d'entre vous connaissent, aussi un lieu de passage entre les deux cultures, la culture roumaine et la culture française. Et Philippe Loubière. Je suis né sur la rive gauche de la Seine, c'est un peu moins loin. Je n'ai pas eu beaucoup de chemin à faire pour venir. Mais il se trouve que l'histoire mon histoire avec la Roumanie est une histoire ancienne, depuis qui remonte à l'enfance. J'ai un grand-père d'origine roumaine, mais c'est resté sans influence jusqu'à la révolution roumaine, enfin jusqu'au coup d'État de décembre 89. Là, j'ai découvert un pays que je connaissais très bien et que je ne connaissais pas du tout en même temps. Voilà, j'étais scotché derrière ma télé, et dès que j'ai pu, j'ai pris ma voiture pour aller en Roumanie quelques semaines plus tard. Je ne parlais pas un mot de roumain, ou en tout cas quelques mots simples, quelques insultes aussi, et puis c'est tout. Le reste, je l'ai perfectionné ensuite. C'est bien, les insultes aussi. Voilà. Alors, il m'est arrivé de prendre le taxi. Moi, je ne suis pas bien sûr, je suis très profane en matière de traduction. J'ai fait autre chose comme métier. Mais par contre, je suis née
de parents. Ma mère est française, mon père est d'origine libanaise. Donc j'avais 2 interlocuteurs en permanence dès ma naissance. J'étais entre 2 mondes permanents. Alors, je voudrais poser cette question. Peter Hanke écrit dans Après-midi d'un écrivain, « La traduction, c'est cette joie de l'écriture dont on n'est pas responsable, mais on est responsable de l'exactitude. » Quelle est votre définition, Madame Lenir, de la traduction? La fidélité. J'essaye d'être le plus fidèle possible à l'auteur et en même temps d'apporter au lecteur quelque chose d'immédiatement compréhensible. Philippe? Oh, c'est difficile à dire, puisque on parle de fidélité, on connaissait tous l'adage, une traduction c'est comme une femme, si elle est belle, elle n'est pas fidèle, si elle est fidèle, elle n'est pas belle. Et c'est vrai qu'effectivement, le traducteur est obligé de jouer, de naviguer un peu entre ces deux pôles, entre fidélité à l'auteur, mais fidélité aussi au public, voilà. au public de lecteur, au lectorat, parce qu'il faut aussi que la traduction ne se sente pas. Donc il y a une forme de fidélité aussi de ce côté-là. On navigue entre les deux, mais je n'ai pas de définition. André? Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que la fidélité, parce que c'est une question morale et personnelle, et qui regarde que... Oui. Voilà, je ne pense pas du tout que la traduction doive être fidèle à quoi que ce soit, seulement à une lecture. La traduction, c'est une lecture appliquée, aussi précise et aussi... C'est-à-dire que, théorique, doit rien du tout. Dans l'idéal, le lecteur d'une traduction pourrait faire le chemin qu'a fait le traducteur en lisant l'œuvre non traduite. C'est-à-dire retrouver les points de structure, retrouver les points d'appui qui lui ont servi à élaborer le texte français que le lecteur qui ne connaît pas la langue a sous les yeux. Voilà. Ça n'a rien à voir pour moi avec la fidélité qu'on peut... Voilà. Dan? C'est difficile de donner une définition parce qu'à chaque fois qu'on essaye de donner cette définition, on se retrouve devant une limite. Il faut toujours faire appel à des images pour avoir une idée. Lorsque vous parliez à Radio Roumanie Internationale, vous avez utilisé l'image du plateau. Oui, de la frontière. De la frontière entre les deux langues. Et j'ai trouvé que l'image était très, très belle, très parlante. Il y a aussi une autre image qu'on pourrait donner, parce qu'il faut prendre en compte aussi l'âme de la culture qu'on traduit. Bien sûr, on peut traduire des mots. On peut remplacer des mots français par des mots roumains ou de russes, etc. Mais il faut traduire l'âme. Est-ce que donc l'image d'un chirurgien transplanteur de cœur pourrait avoir quelque chose avec l'image d'un traducteur? Peut-être, parce que lorsqu'on parle de traduction, on parle bien sûr de passer des connaissances d'une langue à l'autre, traduction. Mais ce n'est pas une question simplement de connaissance, c'est une question de l'âme de la culture. Il y a un côté émotionnel. Il y a plus que ça, il y a l'âme de la culture. L'âme roumaine dit autre chose que l'âme russe, etc. Et donc, je crois que la traduction, le travail le plus accompli du traducteur, c'est lorsqu'un lecteur lit un livre et ne se rend pas compte que c'est un livre traduit. Justement, je voulais voir, si on considère, parce que c'est aussi une discussion permanente, que le traducteur est un auteur. Je vais poser la question que j'aurais posée à un auteur, qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce qui vous fait frémir? Je reviens à l'âme. Et après, André, je sais ce qui le fait frémir. Je suis entièrement d'accord. Oui. Je trouve qu'il faut baigner dans les deux cultures pour arriver à vraiment rendre ce que vous appelez l'âme et que je conçois parfaitement. Parce que lire, par exemple, prendre le livre de Florina, c'est un émerveillement. La langue est tellement belle. Et à ce moment-là, on se dit, mais voilà, il faut que le lecteur français ait ce même émerveillement, si possible. La difficulté et la beauté du travail du traducteur, en fait, c'est
non pas de traduire les mots, mais de traduire, je ne dirais pas l'âme, c'est plutôt de traduire l'implicite. Parce que dans une œuvre originale, il y a un implicite lié à l'œuvre elle-même, lié aussi à la culture portée par la langue dans laquelle cette œuvre est écrite. Et le passage dans une autre langue, donc il y a un autre rapport à l'implicite. Et donc c'est faire passer l'implicite à l'explicite, sinon il n'est pas compris. Et en même temps jouer, il ne faut pas non plus en dire trop pour que ça ne soit pas non plus trop brutal, trop grossier, disons. C'est ce travail de subtilité qui me semble la spécificité du travail de traducteur. D'ailleurs, je reviens à André. André, il y a une traduction où vous étiez en train d'expliquer une fois que, je crois que c'est Dostoïevski, vous étiez en train de dire, il y a le mot « H » en russe. Quand on dit le mot H, c'est une image russe. Donc tout le monde doit s'enfuir. On comprend qu'il y a un malheur qui va arriver. C'est pas comme en France, on dira H, on a le temps de voir ce qu'il va faire avec sa hache. Donc il y a des images aussi. Oui, ça c'est dans Crime et Châtiment. Oui. Raskolnikov tue les vieilles avec une hache. Ça vient d'une image populaire, hein. Ça vient de plein de choses. Un des sens, c'est que c'est une image populaire en russe. Il y a un proverbe paysan qui dit « Votevan idiot stoparom idiot ». Ivan arrive, il arrive avec sa hache, ça veut dire ça va vraiment barder. Voilà. Mais l'image elle-même remonte à Pouchkine, oui. Comment dire, à la fille du capitaine. Et l'image va se retrouver après dans La Cerisay, puisque c'est, comment dire, Lapachin qui va casser, qui va abattre les arbres à la hache. Et l'image après se retrouvera dans les poèmes de 1920-21 de Anna Akhmatova et de Mandelstam. Et le poème de Anna Akhmatova, j'ai réussi à le traduire, le poème de Mandelstam, je n'ai pas pu. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de traduire tous ces textes. C'est-à-dire d'essayer mais personne ne le voit naturellement, mais c'est pas grave, d'essayer de voir en quelque sorte la généalogie de la hache dans la littérature russe, ou en tout cas dans une certaine partie de la littérature russe qui m'importe à moi. Donc voilà. Ce qui compte, c'est que le lecteur, et c'est pour ça, par exemple, que c'était pour moi essentiel que toutes ces traductions-là apparaissent chez Babel. Parce que c'est la même collection, c'est en quelque sorte la même étagère. Et que je ne traduis jamais un livre seul. Ça ne m'est jamais arrivé. Je traduis toujours des cycles qui prennent... Ça prend des années, ben ça prend des années, tant mieux. Parce que les textes sont beaux et c'est toujours beau de vivre en présence de la beauté, disons ça comme ça. Mais voilà. Oui. Et l'idée, c'est que les lecteurs ou les spectateurs de tel ou tel spectacle bien sûr. Entendent. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Je ne sais pas. Mais ouais. Voilà. Je voulais savoir aussi, et là il y a un auteur parmi nous, l'auteur, quand normalement un livre c'est un peu quelque chose de monoparental, et après l'auteur va le passer au traducteur. Donc là il y a une double, enfin c'est parental, point. Comment se fait ce passage? Est-ce que vous sentez, vous, en tant que traducteur, qu'on vous le donne difficilement? Enfin, il y a quand même un passage qui se fait ici, entre l'auteur et le traducteur. Je suppose que c'est à moi que la question se pose. À tout le monde, mais à vous en premier, parce que Tatiana est là entre Je ne peux pas répondre de façon aussi rigoureuse, parce que oui. D'abord j'ai traduit plusieurs auteurs. Bien sûr, je sais. Et que chaque fois il s'agit d'un passage différent. Bon, dire monoparental, je ne suis pas sûr ensuite que ça ne reste pas une famille éclatée quand même. Oui. Mais malgré tout, j'ai essayé de ne pas trop embêter Tatiana sur les difficultés que j'ai pu avoir, les difficultés que j'ai pu rencontrer en traduisant, à la fois par une espèce de fierté en disant non, il faut que j'y arrive tout seul, et parce que de toute façon, il faut qu'il y ait une forme d'unité. Donc j'assume aussi ce qu'il peut y avoir de maladroit, le cas échéant,
pour ne pas non plus mettre la traduction, que ce soit avec des défauts, des qualités, sur le dos non plus de l'auteur. Bon, il se trouve que, voilà, il y a un décalage obligé, une œuvre originale et une œuvre traduite, ce n'est pas tout à fait la même chose, Bien ce n'est sûr. pas tout à fait la même œuvre. Ce qui est important, c'est que l'œuvre traduite permette à celui qui la lit de comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui est une œuvre littéraire, disons, qui est un roman, et ce n'est pas simplement un plagiat, une traduction. Il ne faut pas qu'on le sente. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, les auteurs peuvent aussi dire je ne suis pas content, c'est une chose qui peut arriver. Alors, ça me mène aussi à une question qui vaut pour tous. En général, quand un livre est traduit, terminé, donc la traduction est terminée, l'auteur peut continuer lui-même avec le livre. La vie du livre, elle continue. Il y a des salons, etc. Est-ce que vous vous sentez comment? Il y a une phrase que Pierre Perrin m'avait apprise, « Va, mon livre ne meurt pas ». Et vous dites quoi? « Va, ma traduction ne meurt pas ». Parce que c'est comme si vous étiez resté sur la rive et votre livre s'en va avec l'auteur. L'auteur continue à faire vivre le livre ailleurs. Comment ça se passe, Madame Lenir? En fait, nous le faisons vivre aussi, Oui. à travers les rencontres, à travers le bouche à oreille. Non, Le livre reste le vôtre. On continue à faire vivre le livre, je crois. Et j'ai toujours eu des rapports amicaux avec les auteurs. Et je pense qu'ils ont confiance en nous en tant que passeurs. André? Ben, moi encore, c'est un peu Vous, particulier. c'est difficile. Pour moi, Dostoïevski ne pourra pas venir vous embêter. Mais je traduis pas d'auteur vivant. Oui. C'est un bien. principe. C'est facile. Pour plein de raisons. Oui. Mais voilà, le principe est celui-là, je ne traduis pas d'auteur vivant. Donc tous les auteurs que je traduis n'ont pas besoin de moi pour exister, j'en suis très heureux. Mais par contre, je sais que la descendance est compliquée parce qu'il y a les autres auteurs, les autres traducteurs, et il y a les lecteurs qui ça vous est égal. Absolument. Voilà. Absolument. Non, c'est-à-dire, j'ai eu cette chance absolument incroyable de jamais chercher, de ne jamais prendre des contrats pour un livre. Oui, c'est une commande entière. J'ai jamais accepté j'ai eu à accepter de commande. Oui, vous faites un cycle. Voilà. Et donc c'est tout à fait particulier. Les Oui. auteurs que je traduis, c'est un choix délibéré avec telle personne, tel éditeur délibéré. Enfin voilà. Et ça n'a rien à voir Oui. avec ça. Et je ne distingue pas les auteurs. Le travail que je fais, je traduis de la poésie, du théâtre, Oui. de la prose, je ne distingue pas. Et j'écris de la poésie Oui, et de la vous prose, écrivez aussi. et je ne distingue pas le travail traduit et le travail écrit. Oui. Même si naturellement je traduis Oui. quelque chose qui... Il y a un original et que quand j'écris quelque chose, il n'y a pas d'original, mais voilà. Mais c'est le même travail. Quelles sont les frustrations d'un traducteur? Oh, il y en a beaucoup. La première frustration, c'est de s'imaginer, et là je vais vous dire quelque chose pour tuer une idée préconçue, c'est de tuer l'idée qu'on est bilingue si on connaît 1000 mots d'une langue étrangère. Non. Parce que ça n'existe pas. Et la connaissance d'une langue étrangère, qui n'est pas sa langue maternelle, est cet apprentissage en profondeur de la langue qui est sans doute la première frustration. Parce qu'il faut sentir la langue. Et il ne faut pas apprendre une langue. Moi, personnellement, je parle de mon expérience. Lorsque je suis arrivé en France, on me regardait un peu bizarrement parce qu'on me disait que je parlais comme Balzac. Pourquoi? Parce que moi, j'avais appris... C'est comme ça. Je comprends ce malheur. Moi, on me dit ça en russe. On me dit que je parle très bien russe. Mais c'est le pire qu'on puisse te dire. Parce qu'on apprend la langue à l'école, et il ne faut pas oublier une chose. En Roumanie, jusqu'à la chute du régime communiste, le contact avec les personnes étrangères était interdit par la police. Donc si on avait des contacts avec des Français ou d'autres étrangers, il fallait aller à la police et déclarer ce contact.
Donc nous, on n'avait pas contact avec les gens. On ne pouvait pas parler la langue, le français à des gens. À moins qu'on avait au coin de la rue quelqu'un qui nous demandait où se trouve je ne sais pas quoi, et on pouvait parler en français. En revanche, on a appris le français, les langues étrangères à la faculté, à l'université. Et dans les livres, bien sûr. Il y a des avantages et des inconvénients. Et il y a des frustrations, comme vous dites, de différents niveaux. Parce qu'on a, par le biais de la culture, l'accès à, sans doute, un niveau de la langue étrangère qui est élevé et qui est le niveau culturel. Mais on perd de la vivacité. Et ça, on ne peut l'avoir qu'en vivant dans la société, dans la langue respective. Et est-ce qu'on s'habitue complètement à ce que vous dites. Oui. Est-ce qu'on s'habitue à traduire? Est-ce qu'on a une forme de... Ah non, tout sauf l'habitude. Tout sauf l'habitude. Oui, c'est sûr. Tout sauf le copier-coller. Voilà. Je vais m'adresser à chacun de vous maintenant. On va resserrer un peu. Madame Lenir, dites-nous quels mots et comment vous abordez un livre qui vous arrive, je dirais, presque au kilo. Il est lourd quand même. Voilà. Il y a le premier contact. Oui. Le premier contact avec le livre. Donc, on adhère ou on n'adhère pas. En général, si c'est Florina, que je connais depuis un certain nombre d'années, j'adhère. Et puis ensuite, il y a la deuxième phase, la phase de réflexion. Mais l'émerveillement, c'est la première lecture. Après vient le côté « Ah tiens, ça pourrait être dit de cette façon-là ». Et à la troisième lecture, je m'y mets vraiment. Je sais que Florina Ellis, parfois vous donne des pages entières où il y a une virgule. Il n'y a pas de point. Ah oui, la croisade voilà. des enfants, Oui. Voilà. il n'y a aucun point. Aucun point. Comment vous traduisez en français, qui est une langue quand même où il y a une ponctuation? Vous l'avez fait, c'est formidable. Oui, mais voilà, j'ai joué des virgules, des points d'exclamation, même un petit peu de point-virgule, mais à peine. Deux. Un moment à peine, autrement, c'était les virgules et les points d'exclamation. Et puis, essayer de tenir le rythme. Florina tient énormément au rythme de ses écrits. Et pour un livre précédent sur Eminescu, elle souhaitait que nous lisions ensemble mes premières pages de traduction, parce qu'elle aurait souhaité sentir si j'avais effectivement capté son rythme. Et quand elle a vu que je l'avais capté, elle m'a donné voilà, blanc-seing. Qu'est-ce qui vous touche dans l'écriture de Florina Ellis? D'abord sa diversité Oui. et son immense richesse. Elle peut aborder des sujets très différents et à chaque fois c'est nouveau et beau. Je vous ai entendu dans une interview dire qu'il y a une perte indéniable, même si elle est minime, quand on passe d'une langue à l'autre. C'est ce que Ricoeur appelle le deuil. Et en même temps que vous le disiez, vous aviez eu une de grande émotion en le disant. Et je me suis posé la question, c'est comme un aveu et comme une excuse peut-être pour la langue roumaine qui est vous êtes né en Roumanie, donc vous avez, je dirais, quand vous avez mal, quand vous avez du chagrin, le aïe, vous le dites en quelle langue? Je pense que c'est quand même en français. En français. En fait, j'ai vécu en français dès ma naissance, Oui. en famille et en roumain partout ailleurs. Donc votre ligne de démarcation existe ou n'existe pas? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Non. Vous êtes une frontalière, vous passez tout le temps, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez gardé comme nostalgie de votre enfance? Un mot roumain qui vous est resté, comme une Madeleine de Proust en quelque sorte. Ce sont plus des odeurs. Oui. L'odeur de la foire à Alba Iulia avec les bergers qui venaient vendre leurs produits. Ce sont des parfums qui sont tellement puissants et c'est plus que des mots. Je suis plus sensible aux parfums qu'aux mots. Il y en a beaucoup qui sont beaux. Oui, donc c'est une atmosphère. Mais si je veux me plonger, ça sera un parfum. Philippe, traduire Tatiana Tula, c'est aussi traduire un caractère. Qui a le dernier mot entre vous deux?
Oh, je crois que nous n'avons pas poussé le duel jusque-là, quand même. À moins qu'il y ait une objection à présenter, mais non, nous n'avons pas poussé le duel jusque-là. Il y a peu de bagarres, c'est vrai. Oui. La bagarre est aussi avec l'éditeur, de façon Oui, générale. oui, mais c'est pour ça que j'y viendrai tout à l'heure. L'auteur a un peu de pudeur aussi, Oui. tout autant que le traducteur d'ailleurs. C'est l'éditeur qui se charge de la tâche ingrate et du duel en question. Pour rebondir sur une petite chose qui a été dite tout à l'heure, je pense que ce soit l'original ou la traduction, une fois que les épreuves sont imprimées et que le livre est en librairie, qu'il soit en version originale ou en traduction, il n'appartient plus à personne d'autre qu'à celui qui le lit. Oui. Donc c'est comme un tableau qui est exposé dans un musée. Il n'appartient pas ni à Delacroix, ni à Rembrandt, c'est fini. Il appartient à celui qui le regarde. C'est la même chose pour un livre. Donc en l'espèce, je ne pense pas qu'il y ait une frustration distincte de l'auteur et du traducteur. Oui. Dans les deux cas, le livre ne nous appartient plus. Le traducteur s'empare d'un manuscrit, s'empare d'un texte, il dit maintenant c'est moi qui ai le pouvoir dessus, non pas naturellement de l'altérer, mais d'en faire autre chose, d'en faire une traduction, c'est-à-dire d'utiliser un réservoir de mots, d'émotions, de sensations qui est distinct de l'original. Donc il y a une espèce de prise de pouvoir. On le rend ensuite, il ne s'agit pas naturellement de se parer des plumes du pan, mais il y a ce travail-là. Une fois que ce travail est achevé, il est achevé. La chose est rendue, elle est là, elle est sur la table, elle n'appartient plus à personne, ni à l'auteur, ni au traducteur, elle appartient au lecteur. Il aime, il n'aime pas, c'est raté si le livre est aimé, c'est réussi, si le livre n'est pas aimé, c'est raté. Mais c'est comme pour tout. Vous êtes très lucide sur la façon de chercher des informations. Et vous dites que ça n'a pas changé depuis le Moyen-Âge, sauf que dans le siècle actuel, on a, à cause des systèmes Internet et autres, on a beaucoup de leurres sur le chemin de l'information. Est-ce qu'en matière de traduction, parce qu'on a beaucoup de synonymes aussi, pour faire plaisir justement au lecteur, est-ce qu'on peut photoshopper les mots un peu pour qu'il y ait un peu plus de larmes, de sang, d'émotion? Ou bien vous êtes fidèle à une ligne de traduction? La photoshopper les mots, excusez-moi, mais je ne comprends pas vraiment vous ne savez pas le sens. Oui. Je sais bien ce que c'est que photoshopper, ça oui. Oui. Non, je crois que le premier outil qui est à la disposition du traducteur, ce n'est pas le dictionnaire. Ce n'est que le deuxième. Il est très utile, il est consulté tout le temps, mais ce n'est que le deuxième. Le premier, c'est tous les livres qui sont derrière, dans le bureau, tous les livres qu'on a lus et qui précèdent le travail d'écriture ou de traduction. Je crois que c'est l'outil fondamental. Après ça, le dictionnaire vient donner des coups de main, on a besoin d'une définition, on a besoin du mot juste qui vous échappe au moment où on le cherche, on a besoin de la nuance. Moi, le roumain n'est pas ma langue maternelle, j'ai quelquefois besoin de chercher, je le reconnais bien volontiers. Il y a une part d'interprétation chez le traducteur, il y a une part d'exigence et de pinaillage, à la fois parce qu'il a peur de se tromper, et en même temps parce qu'il faut effectivement être exact. Voilà. Et essayer d'être beau, mais ça c'est une autre question. Dan, vous avez traduit beaucoup de livres, mais je crois qu'on a ici, vous êtes revenu aux sources, parce que c'est vous qui aviez traduit les lettres inédites de Émile Cioran, qu'on a retrouvé à la NRF d'ailleurs. Il y a un exemplaire ici et tout le monde peut se le procurer. Et à l'époque, ces lettres avaient été, vous nous racontez un peu l'histoire, elles avaient été séquestrées par la police roumaine. Il s'agit des lettres confisquées. Oui. On les appelle comme ça, les lettres confisquées de Cioran. Et ce n'est qu'une petite partie des archives qui existent des lettres de Cioran et de beaucoup d'autres écrivains qui ont vu par la police, d'abord la police du régime antérieur au communisme et ensuite par la Securitat, leur correspondance ou leurs écrits confisqués. Moi, j'ai eu connaissance de ces lettres par Internet. Je les ai vues quelque part en roumain. Et je me suis posé la question, qui les a? Parce qu'on ne peut pas les publier comme ça. Bien sûr. Et donc, j'ai cherché l'origine de ces lettres. Et je suis allé jusqu'à voir, donc j'ai appris que ça appartenait aux archives de Roumanie. Et je me suis adressé aux archives pour avoir le droit de les traduire et de les publier. Ce sont des lettres qui datent des années, vous avez vu, des années 36 et 39. Oui. C'est la période du début de l'exil de Cioran, oui, où il arrive en France. Beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume. Il ne
il part de Roumanie et il sait qu'il n'a pas le droit de revenir en Roumanie parce qu'il est suivi par le régime du Carole II et donc voilà. Et il est en plus de ça conséquent à son état d'âme, à son esprit. On connaît le désespoir de Seurat, dont il a fait bien sûr sa matière principale de ses écrits. Et je me suis adressé ensuite parce que je savais que Seurat avait été traduit et publié chez Gallimard, je me suis adressé à M. Michel Crépu. Michel Crépu était d'accord, nous les avons traduits et publiés, et voilà d'où... Alors, quelle impression vous aviez vous-même, exilé, de traduire Seurat? Parce que vous avez quand même une histoire sur cette frontière de l'exil qui est quand même... Oui, mais c'est d'abord une exigence, parce qu'on connaît... on connaît le style de Seurat. On sait que Seurat est un grand styliste de la langue française. Et donc on a une exigence de rendre au même niveau, si vous voulez, que ses écrits, ses lettres. Mais le problème, c'est que ce sont des lettres très personnelles et c'est de la correspondance. Oui. Et donc il faut faire un compromis entre le style littéraire, il ne faut pas en faire trop, parce qu'on tue après la spontanéité de la communication. Donc il faut... Oui, c'est un héritage, bien sûr que c'est un héritage, et on se reconnaît dans cette image de représentation de la Roumanie par des grandes figures qui ont été, avant la guerre, qui étaient en France, Ionesco, Seurat, Eliade et les autres. Quand vous traduisez, il se trouve où votre point de retour au pays natal? Vous le sentez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est un plaisir de se replonger dans sa langue maternelle. Parce qu'attention, on risque d'oublier sa langue maternelle. On vit dans un pays où on pratique beaucoup le français. Donc il reste le cocon familial, les enfants avec qui on continue de parler roumain, parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent. Et ensuite, les livres. On m'a déjà posé la question... Oui, mais vous savez, vous avez perdu le contact avec votre langue maternelle. Et ce n'est pas vrai, parce qu'on lit donc la littérature et l'exercice essentiel de ne pas oublier sa langue maternelle. Et on la parle, bien sûr, on l'écoute, etc. Alors, vous me posiez la question sur la frustration. Votre point de retour au pays natal, voilà. Parce que quand même, quelque part, vous êtes sur la crête, Bucarest, Paris. Bien sûr, c'est une nostalgie. Et si vous voulez, c'est un exercice d'équilibriste. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier le lien qui existe entre la Roumanie et la France, entre la langue roumaine et la langue française. Nous avons, en roumain, ce qu'on discutait avec André tout à l'heure, 2 niveaux de latinisation. Et la modernité de la langue roumaine a été faite par le biais du français dans le langage législatif, dans le langage moderne, etc. Donc nous avons en quelque sorte un lien très particulier, très serré avec la langue française. Mais vous, il est où votre point quand vous traduisez? Il y a un moment où vous avez une émotion quand même, comme Madame Lenire, comme André, comme Philippe. Oh, oui, c'est bien sûr... Lettre capitale, c'est pas innocent. Lettre capitale, c'est pas innocent. Et c'est d'ailleurs l'âme de Lettre capitale, c'est quand même ce dialogue entre les deux cultures. Bien sûr. Moi, j'ai fait un devoir de ce dialogue. Pourquoi? Parce que je sais que pour les Roumains, comme pour les Français, ce dialogue qui ne date pas d'hier, a contribué déjà à enrichir les deux cultures, la culture française et la culture roumaine, et ensuite a réussi à créer des fondations. Il faut consolider ces fondations. Pourquoi? Parce que nous étions, en 1990, au coup d'État, comme Philippe le nomme très bien, nous étions après 60 ans d'isolement. Nous avons vécu dans une prison. D'ailleurs, je vais revenir avec André sur ça. Exactement. Et donc, notre ouverture s'est faite de 2 manières. Première manière, c'est l'urgence. Il fallait s'ouvrir au monde. Il fallait faire rentrer les auteurs français plus récents, parce que le dernier auteur
français pour nous, contemporains, c'était Camus, c'était Sartre, et on connaissait presque rien des autres. Ensuite, si vous voulez, il y avait une autre réalité, c'est qu'on se passait des livres par en dessous, Oui. avec, s'il vous plaît, un délai. Demain, tu me le rends. Donc il fallait le lire pendant la nuit. Vous voyez ? Donc il y avait l'urgence, et ensuite il y a comme vous dites, cette nostalgie, parce que il ne faut jamais oublier d'où on vient. Bien sûr. Et voilà, il faut Voilà. toujours Et on revenir. se voit sur votre visage. Voilà, il ne faut jamais oublier Voilà. d'où Donc on c'est vient. pour ça. André, vous, votre grand-mère, au lieu de vous lire des histoires comme ça, elle vous lisait de la poésie et des livres. Elle lisait Pouchkine, comme Voilà. tout le monde. Oui. Voilà. Et Pouchkine, vous dites que Non, mais je veux Pouchkine, dire, comme tout le monde en Russie. Pouchkine, c'est un lieu dit, vous aviez dit dans une de vos... Alors racontez-nous, vous, Pouchkine, et vous dites ma vie, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est traduire Pétersbourg. Je vous laisse Oui, la parole. André. C'est-à-dire, en fait, quand j'étais enfant, on vivait en banlieue parisienne, quoi. Mais en fait, c'était comme si je vivais pas. Enfin, je vivais. Mais je vivais réellement pendant les 2 semaines ou les 3 semaines qu'on passait pendant quelques vacances voilà, dans cet appartement communautaire dont ma grand-mère et ma grand-tante, puis ma grand-tante seule, occupaient une pièce. Et cette pièce, elle était restée absolument elle ne bougeait pas depuis des dizaines d'années. Tout était à sa place. Ce qui fait que quand ma grande-tante a été expulsée de son logement, on s'est rendu compte qu'elle était aveugle. Mais en fait, elle n'avait pas besoin de voir parce que tout était À là. sa place. Et les livres qui étaient là sont les livres qui m'ont formé. Et de fait, je traduis les auteurs de Pétersbourg. Je ne traduis pas du russe. J'ai traduit un certain nombre. Dans Tchekhov, on le traduit avec Françoise Morvan. Oui, Je ne le traduis pas tout seul. Je ne le ferai pas tout seul. Dostoïevski, je l'ai fait. Enfin, elle a tout relu et ma mère a tout relu. Mais enfin, quand même, je signe la traduction. Voilà. Et l'idée, c'est petit à petit de recréer ce que j'ai appelé l'appartement. Oui. C'est-à-dire un lieu. J'ai écrit un livre qui s'appelle comme ça, l'appartement, qui parle de ça, comment les textes se répondent, comment les voix se répondent avec les personnes qu'on a connues. Et finalement, si je suis un écrivain, c'est simplement pour ça, pour essayer de... Mon travail, c'est ça, c'est de recréer cet appartement qui n'est pas un lieu... Comment dire Il y a pour nous une chose très importante, la différence entre le lieu physique et le lieu mental. Chaque personne a un lieu mental, c'est-à-dire un lieu où elle est née, pas obligatoirement concrètement, mais d'où elle vient en quelque sorte, qui l'a formée, avec justement les odeurs, les bruits, etc. Et on veut toujours avoir un lieu. Et en fait, le lieu, il vieillit, il bouge, il change. Et plus il vieillit, plus le lieu physique empêche le lieu mental. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne plus retourner en Russie, de ne plus retourner à Pétersbourg, de ne plus rien avoir concrètement avec la Russie. Parce que ça me dérangeait dans mon travail. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas l'actualité, que je n'écris pas sur l'actualité, etc. Mais voilà. Et ce travail-là, c'est aussi ce lieu, cette idée d'avoir un lieu mental, un lieu de texte, un lieu de mots, qui explique qu'on ait créé, mais ça peut-être on en parlera après, une maison d'édition. Oui. Voilà. Ça on en parlera après. Et je voudrais que vous me dites, vous aviez une fois expliqué, vous aviez dit les mots en russe et vous aviez redit les mots en français. Vous avez besoin d'entendre une musique qui sonne la même chose quand vous traduisez. Comment vous dire la traduction... Vous pouvez nous le dire directement en russe. Voilà. Non, ça je ne sais pas quel mot je pourrais dire, mais
Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог он уважать себя, заставил лучше выдумать не мог. C'est dans le début de Negin. Pour un russe, c'est pas simplement tata 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 tata, c'est pas simplement 4 jambes qui se suivent, c'est pas ça. C'est toute l'enfance. C'est voilà. А тут есть кто-нибудь, который вообще говорит по-русски? Ну вот, если я скажу та-та-та-та-та-та-та-та, вы знаете, что я говорю? Все. Voilà, c'est clair. Non, oui, que je dis, si je dis ça, je dis Pouchkine. Oui. Et si je dis Pouchkine, je dis voilà. Hein. Et donc, après, moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans la traduction? C'est de faire entendre en français des rythmes, des maîtres, des musiques qui n'existent pas dans la littérature française non traduite. Et donc, moi, j'entends, par exemple, c'est pour ça que ce livre, L'appartement, est écrit en vers de 10 et en gros en pentamètre iambique, mais le pentamètre iambique n'existe pas en français. Mais il existe dans mon oreille. Ta-ta, 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 ta-ta. Et voilà. Et donc, mais du coup, je traduis les pièces de Pouchkine en pentamètre iambique. Mais je traduis aussi les pièces de Shakespeare qui sont écrites en pentamètre iambique parce que Pouchkine écrit d'après Shakespeare. Et si je traduis ça, ça me ramène, par exemple, pour étudier Hamlet, au Moyen-Âge français, où on écrivait, où le vers noble, hein, c'est le grand chant, c'est le vers du grand chant, c'est le décasyllabe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est par exemple essayer d'entendre ça. C'est-à-dire de déplacer la langue française pour qu'on entende par derrière quelque chose qui n'est pas français. Le lecteur qui ne connaît pas le russe n'est pas censé savoir ce que c'est pas grave, mais ça marche. Par exemple, j'ai écrit, je vais publier cette année une suite de sonnets. J'écris des trucs en vers libre, j'écris aussi des sonnets, mais des sonnets qui sont en pentamètre trocaïque. C'est-à-dire, c'est des vers de 9 avec accent toujours sur la première syllabe. Ta 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 ta. C'est la même chose. Voilà. Ta 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 ta. Ça c'est et ça c'est un l'exemple de vers là, c'est Lermontov. Je suis seul, je marche sur la route. C'est un de ses derniers poèmes. C'est 9, mais c'est pas 9. C'est 9, voilà, avec des accents que sur le. Personne ne fait attention aux accents en français. Ben oui. Bon. Et donc voilà. Mais oui. Lui, si. Donc voilà. Et donc c'est pour ça aussi que je traduis. Je traduis aussi Horace. Oui. En essayant de recréer des formes, les formes, la strophe alcaïque, la strophe saphique, etc. Quoi, voilà. Vous dites que Pouchkine est un barrage, c'était en Russie, dans le pouvoir totalitaire, comme un barrage contre le non-humain. Et que c'est devenu Pouchkine quand quelqu'un ne payait pas, par exemple, son addition et partait, le cafetier sortait en disant « Qui veux-tu qui la paye ?» C'est Pouchkine, donc c'est devenu... Oui, alors c'est assez compliqué ça. De fait, quand tu payes pas au resto, la personne, cette ampoule va s'éteindre et personne ne voudra la remplacer. Donc quelqu'un dira qui c'est qui va la remplacer? C'est Pouchkine. Pouchkine, c'est une. Bon, voilà, ça veut dire que Pouchkine est tout et rien. Il est cet espace vide dans lequel toute la Russie, et réellement toute la Russie, se reconnaît. Ce qui est très étrange avec Pouchkine, c'est que tous les écrivains, sauf 2, et pas 3, que je connais en tout cas, 2, ont écrit des textes destinés à la publication et consacrés à Pouchkine. Ces 2 qui n'ont pas écrit de texte spécifique sur Pouchkine, c'est Tolstoï et Tchekhov, mais naturellement ils parlent de Pouchkine dans leurs œuvres. Si on comprend pas, si on ne connaît pas Pouchkine pour lire Les Trois Sœurs, on ne lit pas Les Trois Sœurs. Et Anna Karénine, si on ne lit pas les nouvelles de Pouchkine, on ne lit pas Anna Karénine. Mais bon, ça veut dire que sur Pouchkine, tu peux dire tout. Pouchkine est un miroir en creux.
Et en même temps, c'est la beauté la plus simple, la plus parfaite, la plus profonde, qui fait que, et c'est ce que Pouchkine disait, il a défini la vie russe en la divisant en deux parties. Il y a l'empire et le foyer, ce qu'on appelle en russe dôme, la maison. L'empire est par définition non humain. C'est-à-dire n'a rien à faire de l'individu. Ça peut être grandiose, ça peut être terrible, ça n'a rien à faire de l'individu. En russe, on dit « les rubet щепки летят ». Quand on coupe un bois, il y a des copeaux qui volent. Et c'est pas grave. Et en même temps, il y a, pour Pouchkine, et c'est une chose fondamentale, l'inviolabilité de la vie privée, l'inviolabilité du foyer. Pouchkine est mort au moment où il a compris que ses lettres à sa femme étaient lues par le tsar. C'était son intimité qui était touchée. Voilà. Et qu'il n'y avait plus de maison. C'est la base du Maître et Marguerite de Bulgakov. Le Maître et Marguerite est écrit sur ça. Bon. Et donc, Pouchkine est ce qui fait l'intimité en Russie. Et c'est ça qui est intraduisible. Parce que j'aurais beau, et j'ai traduit Eugène Onegin, et sans blague, je pense que c'est ma meilleure traduction, de toute façon, pour un lecteur français, c'est un livre. Mais pas pour un Russe. Quand ma mère connaît Eugène Onegin par cœur du début à la fin, elle n'est pas la seule. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont comme ça. Ça veut dire que en fait, elle vit dans un monde dans lequel le monde extérieur, le monde de l'Empire, qui peut la tuer, qui peut l'écraser, ne la touche pas. Ou plutôt, ne touche pas à ce qui fait d'elle une personne humaine. Oui, je vois. Voilà. Et c'est la même chose en Roumanie. Vous avez cette notion de l'État, de la maison. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Je pense que c'est très spécifique à la Russie, à la littérature russe. Il n'y a pas en Roumanie cette dualité. Il y a une forme de résistance par la culture. Sous le régime communiste, la résistance par la culture était essentielle. Et il y avait aussi autre chose, la nécessité de travailler la langue, de lui donner le pouvoir de dire la vérité, même par des métaphores, par oui. Une allégorie, on va dire, qui pouvait la faire passer à la censure, parce qu'il y avait la censure. Oui. Voilà. Et donc, le rôle fondateur de la culture était tout au début de montrer l'identité culturelle roumaine, y compris l'identité de la langue, et ensuite il y avait une forme de résistance. Il y a beaucoup d'écrivains roumains, Buzura... Oui, justement, j'allais parler de Buzura, parce que Buzura, quand je l'ai traduit, on a parlé un petit peu de ses livres, et il me disait, chaque fois que je sors un livre, les lecteurs disent « qu'est-ce qu'il a réussi à faire passer entre les lignes ?» Parce que c'était tout le jeu, c'était de réussir à faire passer les choses entre les lignes. Et il était passé maître dans cet art de faire passer entre les lignes. Il y avait deux lectures. Il y avait deux lectures. Ouais. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, Philippe? Moi, je voulais rebondir sur les propos d'André. Tout d'abord, sur la question plutôt d'intertextualité, un petit détail sur Shakespeare, sur Hamlet. Hamlet, Shakespeare ne l'a pas inventé. Shakespeare a habité la France une dizaine d'années et a trouvé l'histoire d'Hamlet écrite par un Français, François de Belforêt, qui a écrit un roman et que Shakespeare a transposé ensuite, avec le génie que l'on sait, en théâtre. Cela dit, François de Belforêt ne l'a pas inventé non plus. Mais je ne vais pas faire remonter ça au déluge. Je voulais dire que j'étais assez d'accord avec André sur le rapport au rythme, en particulier dans la poésie. Je n'ai pas traduit que de la prose, j'ai aussi traduit de la poésie. J'ose pas dire beaucoup de poésie parce que c'est très difficile à dire. L'évaluation par le nombre en termes de poésie est quelque chose d'assez compliqué. Mais je me suis appliqué à traduire plusieurs poètes roumains, notamment Arghiezi, qui est un poète du rythme,
C'est-à-dire, c'est Bach, hein, Argesi, quand vous le récitez. Hein, ça. Et je me suis efforcé à rendre non seulement le jeu des rimes, mais surtout le jeu de la prosodie, et d'une prosodie rythmée, et vigoureusement rythmée dans le cas d'Argesi. Mais cela dit, Blaga aussi, ce sont des vers qui sont apparemment libres, mais qui en réalité ne le sont pas. Tout le monde prend Blaga pour un poète qui écrit des vers libres, c'est complètement faux. Il y a une rythmique, simplement elle n'est pas évidente et elle n'est pas régulière, mais elle saute aux yeux. Ça, j'ai effectivement très bien réagi à ce que dit André pour ça. Le rythme, toutes mes traductions, y compris en pro, je les lis à voix haute. Avant de mettre un point final, je les lis à voix haute, parce que la part d'oralité est indispensable pour qu'une phrase coule, pour qu'un poème, à plus forte raison, coule bien, il faut le passage à l'oralité. Et je voulais aussi dire une troisième chose, mais j'ai oublié, je voulais dire. Peut-être que vous vous rappellerez. Je vais reposer une question à André. André, vous traduisez avec votre compagne Françoise Morvan. Vous avez traduit, je crois, c'est elle qui a traduit Tchekhov? On a traduit ensemble. Ensemble. Comment ça se passe une traduction à deux? Parce que je sais que Françoise, parfois, dans Dostoïevski ou autres, elle aime bien le mot de la archaïque, entre guillemets, de la... Non, pas du tout. Simplement, il y a des auteurs dont en fait, j'ai traduit Dostoïevski pour plein de raisons. Oui. Mais une des raisons, et une des raisons importantes, c'est que pour Dostoïevski, il y a, disons, deux catégories métaphysiques. C'est, par exemple, mur de pierre et arbre, en opposition. Mais quel arbre? En gros, il s'en fiche. Pour Tchekhov, le fait que c'est un orme et que c'est le soir, c'est très important, parce que c'est un orme et c'est pas un peuplier, c'est pas un chêne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Françoise, elle, est très très sensible à ça. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Françoise a une espèce de sensibilité immense à la langue française. Oui. Et une richesse de vocabulaire qui m'impressionne tous les jours. Et qui est nécessaire pour traduire Tchekhov. Ensuite, Françoise pose des questions. Oui. Par exemple, moi je fais un mot à mot, et j'ai une chance, c'est que je tape très vite à la machine. C'est-à-dire que le mot à mot me demande le temps de le taper. Ça veut dire que je garde l'énergie, je ne garde rien d'autre, mais une espèce d'énergie du texte, elle est là. Après, Françoise le met en français. Ça me met en colère. Parce que c'est pas en russe. Je veux dire, c'est pas comme ça en russe. Et à partir de là, on commence à discuter pour savoir, mais quelle est la différence? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? D'où vient le truc? Après, par exemple, on traduit la mouette. Et ça commence comme ça. Отчего всегда ходите в черном? Et tout le monde traduit, pourquoi est-ce que vous êtes toujours en noir? Et là, Françoise me dit, mais vous traduisez pourquoi est-ce que vous êtes toujours en noir, mais vous, quand vous dites pourquoi, vous ne dites pas отчего. Moi, je ne vous ai jamais entendu dire ce mot-là. Et de fait, je ne le dis pas. Je dis почему. Pourquoi? D'où? Et отчего, c'est qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, Маша répond, это траур по моей жизни, я несчастна. Et tout le monde traduit, c'est le deuil, je porte le deuil de ma vie, je suis malheureuse. Et là, moi, je me rends compte que я несчастна, je suis malheureuse, tu ne peux pas le traduire autrement. Mais moi, je ne l'ai jamais dit comme ça. Enfin, je veux dire, même que ce soit au masculin ou au masculin ou au féminin. Я несчастен, je ne l'ai jamais dit. Je dis plein de choses différentes pour se plaindre en tant que fils juif normal. Mais je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Et du coup, je comprends que c'est un mot extrêmement littéraire. Et qu'elle joue un rôle. Et que donc, si je traduis, je suis malheureuse, je traduis le sens des mots, mais je fais un contresens. Parce qu'il faut lui donner un rôle à jouer. Et donc Françoise propose « Je ne connais pas le bonheur ». Oui, c'est joli aussi. Et puis Françoise dit « Mais du coup, la question, c'est pas pourquoi est-ce que vous êtes en noir. C'est « Mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous, Macha, petite fille d'un domaine, vous vous preniez pour Hamlet? De quelle image de vous-même vous créez-vous et me donnez-vous à voir
pour que vous jouiez Hamlet avec moi. Et ça, c'est le début d'une interprétation de la pièce. Et François se dit, mais attendez, c'est une pièce sur la représentation. Et quand après, un des motifs essentiels, c'est la volonté, le désir, je veux, je ne veux pas, ou en russe on dit « хочется », c'est une formule extraordinaire qui est un désir neutre. François se dit, mais c'est une pièce sur le monde comme volonté et représentation. C'est une pièce sur Schopenhauer. Et de fait, à l'époque, Tchekhov lit Schopenhauer, toute la Russie lit Schopenhauer. Et là, ça change radicalement l'interprétation de la pièce. Et c'est comme ça qu'on travaille deux. Donc il ne s'agit pas simplement d'une langue ou d'autre chose, oui, mais que chacun apporte son monde. Moi, sans blague, je n'avais pas lu Schopenhauer quand elle m'en a parlé. Et c'est très, très impressionnant. Après, il y a tout l'humour du travail en commun. Et puis, il y a une nécessité absolue pour Françoise que, dans notre traduction, on n'emploie jamais un mot qui n'ait pas été employé dans un texte, disons avant 1910. Oui. Par contre, la syntaxe est la syntaxe du français parlé, qui existait aussi bien en 1910 que maintenant, sauf qu'elle n'était pas écrite. Mais en russe, il n'existe pas de langue écrite. De différence entre la langue écrite et la langue parlée, cette différence-là est pas opérante. Et que ce soit pour Tchekhov, que ce soit pour Dostoïevski, que ce soit pour Tolstoï, peut-être à la rigueur pour Tourgueniev, et encore. Voilà. Et donc, cette intonation de la langue émotionnelle, parlée, alliée avec une précision du vocabulaire. Proust parle de bécane. Il faut toujours oublier, se souvenir de ça. Fait, je pense, l'essence de nos traductions de Tchekhov. Je reviendrai sur les éditions Mesure. Quelqu'un voudrait ajouter à quelque chose par rapport à ce que dit André dans ce... Immédiatement, non, mais de ce qu'il a dit tout à l'heure, André, sur la poésie et la façon justement d'utiliser des rythmes qui n'existent pas en français. J'ai essayé de traduire, par exemple, je suis aussi arabisant, et j'ai essayé de traduire de la poésie arabe. Je vous dis tout de suite, j'ai échoué. Parce que je voulais justement intégrer, alors ce ne sont pas des iambes, ce ne sont pas des trochées, ce ne sont pas des dactyles, c'est quand même un peu moins compliqué. Mais l'arabe, quand il versifie, a une espèce, si vous voulez, de rythmique. À chaque syllabe, il y a deux types de syllabes en arabe, une syllabe longue ou une syllabe courte. Disons courte pour simplifier. Et chaque vers doit avoir toujours à la même place soit une syllabe longue, soit une syllabe brève. Le premier vers d'avant, c'est comme ça. Ça donne une rythmique particulière qui s'accompagne très facilement avec un instrument à percussion. Boum, tac, boum, tac. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça donne toujours, je vous donne un exemple. Je vous prie de ne pas vous inquiéter de la rime, mais de la rythmique. Les brèves et les longues sont toutes au même endroit. Vous pouvez les écrire, vous voyez, longue, brève, elles sont toutes au même endroit. J'ai essayé de faire pareil en français. Je n'ai pas réussi. Je n'ai d'ailleurs pas non plus réussi à traduire Eminescu pour des raisons qui sont presque les mêmes. Après, juste pour rebondir sur ça, la question, elle n'est pas que est-ce qu'on y arrive ou est-ce qu'on n'y arrive pas. La question est une question de tradition. Non, est-ce qu'on en est content? C'est ça que je veux dire. Mais même pas ça. Parce que finalement, à la rigueur, on pourrait l'être. Mais le problème n'est même pas là. Le problème est que, par exemple, ce pentamètre iambique, Pouchkine l'utilise parce que Shakespeare l'utilise, et parce que Schiller l'utilise, parce que Goethe l'utilise, etc., etc., etc. Mais Goethe, en français, il est en prose. Et donc, moi je veux bien te le faire en pentamètre, mais si de toute façon tu ne sais pas pourquoi c'est fait, à quoi ça sert de le faire? Et ça, c'est une question autrement plus complexe que notre habilité personnelle à traduire ou pas traduire. André, Faust a été traduit en vers par Edmond Rostand, et Faust a été traduit en vers aussi en roumain par Blaga. Oui, mais en alexandrin. Exact. Voilà.
C'est-à-dire qu'il l'a rendu français. De même que Vigny. Voilà. De même que Vigny a traduit Othello, a transformé Othello en pièce de Vigny en alexandrin. Oui, mais là, on est dans l'intertextualité au moins autant, parce que de la même façon, Eminescu a écrit Le Lac, j'allais dire a traduit, je ne sais pas, il a écrit Le Lac, voilà. J'ai traduit, il y a quelques mois, une poésie d'Arghési qui est calquée sur Villon, et c'est pas une traduction. D'ailleurs, Arghési a traduit, avant de traduire cette poésie en particulier de Villon, il a traduit beaucoup de poésies de Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Malheureusement, la Roumanie n'édite pas les traductions d'Arghési, donc j'en ai trouvé quelques-unes éparses dans la fameuse bibliothèque Apentrutoți, j'en ai trouvé quelques-unes, mais je ne trouve pas les traductions qu'a fait Arghési de la totalité, je veux dire l'intégrale. Je ne les trouve pas. C'est dommage parce que c'est déjà Arghési. Hein. Oui. C'est déjà... le pauvre Baudelaire n'est qu'un prétexte. Là. Voilà. Je voulais préciser ça. C'est très intéressant, au contraire, de voir tout ce voyage. Mais là, on a beaucoup plus parlé d'intertextualité que de traduction en réalité. Oui, mais c'est intéressant aussi. Pourquoi pas. Voilà. Je vais juste, pardon, oui, Dan. En fin de compte, c'est une question, on revient toujours à la langue comme instrument de communication. Bien sûr. Parce que le roumain permet, par l'accent qui est mouvant, qui n'est pas fixe, permet beaucoup de liberté de traduction, de poésie, dans la poésie, de versification. Et je crois que Philippe relève une chose, c'est difficile de traduire Eminescu parce que, et de garder la même fraîcheur. C'est ça le problème, c'est que on peut toujours réussir quelque chose. Le problème, c'est qu'Eminescu, pour les Roumains, c'est un poète romantique. 19e siècle, on est en plein dedans. Simplement, pour les Roumains, ce n'est pas qu'un poète romantique. C'est un poète en même temps classique, parce que c'est en fin de compte le premier langage poétique vigoureux, après toute une période qui a peut-être connu d'ailleurs de grands poètes, mais nous ne les connaissons pas, qui ne connaissaient que les comptines. Oui. Et donc là, c'est la création d'un langage poétique, le fait de rendre en français un poème romantique et faire comprendre que c'est un langage fondateur d'une poétique, c'est un casse-tête. Je voulais revenir encore sur une chose. André, pourquoi vous êtes devenu éditeur? Pour avoir la liberté de traduire ce que vous voulez? Les éditions Mesure, voilà. Ouais, ça, on a avec créé Françoise. ça, c'est-à-dire qu'avec Françoise, une fois, on discutait de savoir combien de textes on avait publiés chacun. On arrivait plus ou moins à 150, et elle et moi. Et puis on s'est demandé, mais combien de textes sont introuvables? Oui. Et on est arrivé à plus ou moins 70 sur ces 150. Et on avait beaucoup de chance déjà. Et puis, on n'a pas compté tout ce qui n'est pas publié. Qui est encore... Et donc on s'est dit, mais arrivé à l'âge qu'on a, comme on ne sait pas, que vraiment on ne veut pas demander à d'autres éditeurs, demander à un éditeur, on n'a jamais fait ça. Eh bien, tant qu'à faire, on va créer une maison. Il s'est trouvé que j'avais un appartement à Pétersbourg que j'ai acheté, j'en parle dans cet appartement, et que je l'ai revendu, et que je me suis retrouvé avec des sous que je détestais, parce que c'était les seuls sous que j'ai eus sans rien faire. Et j'étais dans un état de prostration avec ça, et lui dit, bon, puisque j'ai un peu de sous, on va créer une maison, un lieu, qui s'appelle les éditions Mesure, parce qu'on va aussi travailler avec Sonia Wider-Atherton avec la musique, et donc il nous fallait c'est Françoise qui a trouvé le nom, parce qu'il faut que ce soit à la fois pour la musique et pour la langue, pour la poésie. Donc voilà, dans lesquels on publiera les livres. Et oui, il se trouve qu'en même temps, je suis ici à la librairie Gallimard, on a présenté il y a quelques années déjà mes traductions d'un poète américain, Charles Reznikov, qui traduisait, qui publiait lui-même à 300-400 exemplaires numérotés et signés. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas ça? Comme ça, on fait tout, on choisit tout. On choisit le papier, on choisit très beau papier, le papier, et puis on fait 5 livres par an, tirés à 500 exemplaires. Chaque livre est numéroté, signé.
Et on propose au libraire de le prendre, on ne fait pas de dépôt. C'est-à-dire que le libraire l'achète. On ne fait pas de dépôt parce que simplement on n'est pas capable de gérer les dépôts. Et on ne veut pas gérer les dépôts. En fait, on fait que ce qu'on veut. Mais c'est très important. Et puis, ça marche comme une espèce d'AMAP. Mais réellement. C'est-à-dire aussi par abonnement. Oui. C'est-à-dire, tu nous donnes 100 € et tu as 5 livres. Oui, ils arrivent vraiment très vite. Voilà. Sais, Et en gros, tu ne sais pas lesquels. C'est-à-dire, tu sais les titres. Et ça ne te dit rien, tu ne les connais pas. C'est juste. Mais tu sais qui te les envoie. Et Françoise et moi, on a travaillé depuis 40 ans. Et en gros, on a un nom. Et bien, tant qu'à faire, on profite de notre nom. Et vous avez très bien fait. Bravo. Voilà. Et donc, et c'est comme ça qu'on fait. Et là, on en est à la 3e saison. Et alors, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse finalement. Enfin, pas que, mais quand même. C'est absolument passionnant. On ne distingue pas la traduction et la littérature écrite sans traduction. On ne distingue pas les genres, que ce soit prose, poésie, théâtre. Voilà. Alors, justement, je n'ai pas parlé de Dostoïevski parce que tout le monde sait que vous avez traduit tout Dostoïevski, que vous voulez encore le retraduire et que vos éditeurs sont devenus fous. Non, c'est fini ça. C'est fini, c'est passé. Et que vous avez été voir un Dostoïevski rustre, dur, etc. Vous ne vouliez pas quelque chose de peaufiné. Et je pense qu'en Roumanie, vous aussi, vous avez traduit beaucoup de livres, mais vous avez aussi impulsé votre propre, je dirais, langue intérieure dans tout ce qui est traduction. Je ne saurais vous le dire. Moi, je me considère comme un petit artisan. Mais c'est très bien, les petits artisans, c'est très important. Je suis un petit artisan qui essaye de transmettre la beauté. Petit. Non, moi j'ai lu beaucoup de choses de vous, Madame Lenier. Vous êtes très modeste. Qui essaye de transmettre l'émerveillement ressenti dans un livre au lecteur français pour lui faire partager cet émerveillement. Alors nous allons passer maintenant, merci beaucoup, on reviendra, à la transcription, ça veut dire la partition musicale, qui est une forme de traduction. Je passe la parole à Alain Warraud, professeur de musique au conservatoire et auteur. Tout à l'heure, j'ai entendu parler beaucoup finalement de termes propres à la fois à la littérature, à la poésie et à la musique. Vous avez employé des termes, notamment au niveau de rythme, ce qui me paraît naturel. Je suis à la fois auteur et musicien, et donc je vais essayer de poursuivre un petit peu ce parallèle entre la musique, la transcription et la traduction. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une transcription ? C'est réécrire pour un instrument ou un autre groupe d'instruments une œuvre qui a été pensée pour un instrument autre que cet instrument ou ces instruments-là. Ce qui n'est évidemment pas sans poser des problèmes, parce que se contenter de réécrire simplement les notes d'un violon pour les jouer au piano, ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc je vais essayer de replacer un petit peu l'histoire très brièvement de l'instrument dans l'histoire de la musique. Alors jusqu'au XVIIe siècle environ, bon, je schématise beaucoup, que les puristes ne s'offusquent pas. Jusqu'au XVIIe siècle, l'instrumentation n'avait pas une importance aussi grande qu'elle a actuellement, à tel point qu'un certain nombre d'œuvres ne précisaient même pas l'instrumentarium à utiliser. Et puis c'était une époque assez expérimentale à la matière, et il arrivait fréquemment que on prenait en fin de compte les musiciens qu'on avait sous les mains pour exécuter les œuvres qui étaient écrites. La notion d'instrument et donc de timbre d'instrument va arriver de façon plus précise au XVIIIe siècle avec la codification de l'orchestre symphonique, l'orchestre d'Haydn, Mozart, va se poursuivre bien sûr et s'élargir au XIXe siècle. On peut penser aux œuvres de Berlioz, notamment la symphonie fantastique, où la notion de timbre va être déjà très importante, jusqu'à la fin de ce XIXe siècle et début XXe avec l'école de Vienne et Arnold Schoenberg, qui ira jusqu'à parler de Klangfarben Mélodie, c'est-à-dire une mélodie de timbre.
Il va donc placer le timbre, non plus seulement comme un élément complémentaire de l'écriture, des notions d'écriture musicale, c'est-à-dire hauteur de son et rythme, mais comme l'élément général dans lequel s'inscrivent en plus les notions de hauteur et de rythme. Voilà, donc l'instrument est vraiment, je l'ai senti comme ça, comme le point de différence entre deux langues, le passage d'un instrument à un autre. Et les questions auxquelles vous avez répondu, je trouve, on va retrouver les mêmes questions pour la transcription musicale. Alors, comment va se positionner le transcripteur par rapport à la pièce qu'il a transcrite? Qu'est-ce qu'il va lui ajouter, lui enlever, lui donner comme visibilité? Ce qu'on va essayer de voir. Donc, quand je vais transcrire, quand le transcripteur fait son travail, il va soit retrancher, soit enlever les notes, voire faire les deux à la fois, de façon à pouvoir adapter le timbre de ce nouvel instrument au timbre de l'ancien instrument et aussi à la technique de cet instrument. Alors, pour en parler, je vais donner deux exemples très simples. J'ai rien trouvé de mieux comme premier exemple que Brahms, Johannes Brahms, qui a transcrit pour le piano à la main gauche uniquement la chaconne de la deuxième partita de Bach. C'est une œuvre monumentale qui est très connue. Et alors, je vais lire tout simplement la lettre qu'il a écrite à Clara Schumann, qui était la femme donc, de Robert Schumann, pianiste virtuose de l'époque, avec qui il avait une liaison très intime. Il écrit donc « La chaconne est pour moi l'un des plus merveilleux et inimaginables morceaux de musique qui existent. Sur un système et pour un petit instrument, Bach crée un monde plein de pensées profondes et de puissantes sensations. Quand on n'a pas un grand violoniste à côté de soi, le plus beau est de la lire et de la faire sonner en esprit. Lui est capable de lire, mais peu de gens sont capables d'entendre la musique sur le papier. Mais cette œuvre ne te laisse pas en paix et te pousse à en faire quelque chose. On ne désire pas toujours entendre la musique sonner simplement en l'air, et comme Joseph Joachim, qui était la star du violon à l'époque, n'est pas là souvent, on essaie ceci ou cela, mais quoi que je prenne, orchestre ou piano, mon plaisir en est gâché. Donc là, je retrouve à la fois, dans un premier temps, l'admiration par rapport à une œuvre qui guide le choix, ensuite la frustration du transcripteur ou du traducteur. Je crois qu'il en a été un petit peu question tout à l'heure. Et maintenant, quel est son procédé? Qu'est-ce qu'il va choisir malgré tout pour arriver à ses fins? Je trouve qu'il n'y a qu'une seule façon de s'approcher du pur plaisir que donne cette œuvre, même si c'est de façon très diminuée, c'est quand je la joue avec la main gauche seule. Une difficulté comparable, une science de la technique, les arpèges, tout contribue à me faire alors sentir comme un violoniste. Donc il ne s'agissait pas évidemment de retrouver la sonorité du violon, chose impossible, mais de retrouver à la fois l'émotion de l'instrument et l'émotion pour celui qui la joue de cette technique, parce que cette technique fait partie aussi de la pensée musicale de l'auteur. Voilà ce que je pouvais dire comme pour un premier exemple. Pour un deuxième exemple, cette fois-ci c'est Brahms qui va être transcrit. Ben oui, on est à l'abri de rien. Il va être transcrit cette fois-ci par Schoenberg, dont je parlais tout à l'heure. Et je prends un exemple, le premier quatuor pour piano et donc cordes, le trio à cordes, violon, alto et violoncelle. Voilà à peu près ce qu'il en dit. Il trouve que la partie de piano est absolument fantastique, mais qu'elle est excessivement difficile à jouer. Et qu'il y a des pianistes, de très grands pianistes, qui sont capables de la jouer, mais quand ces pianistes sont suffisamment capables de la jouer, ils jouent trop fort. Et du coup, on perd la ligne des instruments à cordes. Alors il s'est dit, pour qu'on puisse tout entendre, je vais transcrire cette pièce pour orchestre. Et il est vrai qu'il crée
avec cette transcription pour orchestre, un équilibre différent, complètement différent. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire en faisant ça? Est-ce qu'il a voulu améliorer l'œuvre de Brahms? J'en suis pas convaincu. Je pense plutôt qu'il a voulu d'abord rendre un hommage particulier à cette musique qu'il vénérait et lui donner une dimension supplémentaire, je dirais une dimension augmentée qui va au-delà de la pièce originale. C'est pour moi une autre façon de procéder dans la transcription. Et tout à l'heure, vous parliez de fidélité, est-ce qu'on est fidèle, pas fidèle, il y a eu des avis différents. Il y a eu, j'ai retenu aussi la transcription du rythme identique d'une langue à une autre, enfin la tentative en tout cas. Et je me suis demandé si, et là je reviens à Brahms transcrivant Bach, si par le fait de retrouver la technique de l'instrument, n'était pas quelque part comparable à, je crois que c'est André qui parlait de ça, à cette façon de procéder. Moi, ce que vous dites me touche parce que je travaille donc avec Sonia Widerötter-Tom. Oui. Et une des choses sur lesquelles elle travaille en ce moment, c'est depuis très longtemps, c'est une transposition d'une sonate de Bartók pour violon au violoncelle. Et de voir le travail qu'elle fait est en fait un travail justement de traduction, et c'est une des choses. Mais je suis en train de regarder parce que j'avais traduit un truc, comment dire, j'essaie de voir, de vous dire peut-être un poème en russe et puis de le dire en français. Voilà. Наступили месяцы дремоты, то ли жизнь действительно прошла, то ли она, окончив все заботы, поздней гости села у стола. Хочет пить, не нравится ей вина, хочет есть, кусок не лезет в рот. Слушает, как шепчется рябина, как щегол за окнами поет. Николай Заболоцкий ça dit ça. Sur la Sibérie. Les voici les mois de somnolence, où vraiment la vie est terminée, où elle est rentrée et en silence, tard le soir, sa table pour dîner. Elle a faim, le plat est insipide, elle a soif, le vin sans intérêt. Le sorbier chuchote dans le vide, elle écoute le chardonneret. Ce qu'il chante, c'est au loin la terre où la neige pose ses cristaux sur le petit tertre solitaire d'une tombe, l'effaçant bientôt. Dans les blocs gelés qui l'emprisonnent, le bouleau s'épuise à chuchoter. Un croissant de lune le couronne d'un halo de glace ensanglanté. C'est 1952. 1952. Et donc le vers en français, c'est un... Ben là, c'est ça, un pentamètre trocaïque, 9 syllabes. Oui, on retrouve le même mouvement, le même rythme. Oui, oui, tout à fait. Oui, je voudrais dire une chose aussi sur une autre transcription. C'est plus anecdotique, mais pas uniquement. Est-ce que dans la traduction, est-ce qu'une traduction peut devenir plus célèbre que l'original? Ou plus, pas plus célèbre, oui, plus connu du grand public. En Russie, certainement. Béranger est un poète que tous les Russes connaissent. Parce qu'il a été traduit au XIXe siècle par un poète qui s'appelle Mikhailov, qui est absolument magnifique, et qui a servi dans plein de luttes politiques. Et Béranger, il y a plein de gens qui connaissent des poèmes de Béranger, mais personne dans cette salle n'a jamais lu un... Et pourtant, il était très très célèbre en 1814. Et en Roumanie? En Roumanie? Il y a des traductions, bien sûr il y a des traductions. On parle par exemple de Bulgakov. Oui. Nous, on connaît Bulgakov par la traduction roumaine, je ne saurais pas vous dire de qui, mais c'est une traduction qui a permis, au-delà de tout, comme beaucoup d'autres auteurs, bien sûr, de connaître. La traduction est un moyen
de faire entrer dans la culture d'un pays des auteurs dont on n'a pas accès, au moins pour les Roumains qui n'avaient pas la possibilité d'apprendre déjà des langues étrangères et ensuite de pouvoir se les procurer. Mais il y a aussi une autre chose dont je voulais parler tout à l'heure. Il y a certains auteurs roumains, par exemple, qui sont connus à travers d'autres pays, à travers d'autres maisons d'édition, par le biais de la traduction. Ils sont peu connus dans le monde francophone ou hispanophone, que lorsqu'ils sont traduits en français, et on dit « Ah tiens, il y a Mihail Sebastian ». Ah, Mihail Sebastian, c'est un auteur roumain, mais on connaît la traduction française. Et donc la traduction, c'est aussi une marche vers d'autres cultures que celle de la langue dans laquelle est traduite. Mais vous avez raison de nous poser la question, est-ce que la traduction peut, mais elle est obligatoirement accessible. Qui pourrait, par exemple, lire Homère en grec, le grand public? Pour les classiques, c'est évident. Voilà, pour les classiques, c'est évident. Oui. Allez-y, Philippe. Non, c'est bon, Dan. On rebondissait sur les classiques. On ne sait plus assez de grec et de latin pour lire l'art d'aimer d'Ovide dans le texte. Si l'on veut savoir comment on drague à Rome, eh bien, il faut lire la traduction française, c'est comme ça. Voilà. Et la traduction roumaine aussi. Mais il y a aussi une tendance qui existe dans la culture roumaine, vous la connaissez très bien, un dicton qui est très connu chez nous, parce que tout au début 1800, donc lorsque la Roumanie prend naissance comme État et lorsque la langue roumaine prend l'unité de langue officielle, il y a beaucoup de traductions qui sont faites pour accéder à la modernité. Et à un moment donné, un grand écrivain, qui était aussi un menteur, Kogalničan, dit « Les traductions ne font pas une littérature ». Autrement dit, stop avec la littérature, concentrez-vous maintenant sur votre langue maternelle et créez des œuvres. Vous voyez, il y a toujours un équilibre. Alors, oui, donc je voulais, comme exemple musical, citer une pièce d'Isaac Albeniz. Je vais en profiter un petit peu parce que je suis guitariste et que voilà, ça fait du bien un petit peu d'être un petit peu chauvin. C'est la version pour guitare de cette pièce qui est Asturias, qui est la plus connue. Quand le grand public ignore la plupart du temps que cette pièce est écrite à l'origine pour le piano. Albeniz est pianiste. Et en tout début de séance, Dan Burcea, excusez-moi, a dit une phrase que j'ai notée parce que je me suis dit, tiens, ça peut peut-être expliquer la raison de ce succès plus grand. C'est que vous disiez, une traduction est bonne quand on ne se rend pas compte que c'est une traduction. Et là, effectivement, quand on écoute cette transcription, on ne se rend pas compte que c'est une transcription. Même si c'est vrai que la pièce écrite pour piano ressemble beaucoup, emprunte beaucoup à la technique de la guitare de l'Espagne. Voilà ce que je pouvais dire à propos de la musique. Mais est-ce qu'il y a peut-être des questions? Oui, on va poser les questions au public. C'est l'heure du public. Merci. Alors, déjà, merci à vous tous. On va passer au public. Je dirais que, Madame Lenir, vous m'avez beaucoup impressionné par vos traductions, parce que moi, j'ai lu les livres, je l'ai bien lu. Philippe, vous m'avez impressionné aussi, parce que vous m'avez aussi envoyé, quand vous m'envoyez des SMS, vous parlez dans ma langue paternelle. Ça m'a aussi beaucoup touché. André, j'adore. Vous êtes possédé, André. C'est les possédés. Et je trouve ça génial, vraiment. Voilà. Et Dan, vous êtes vraiment sur cette crête de aller-retour Bucarest-Paris qui me touche beaucoup. Alors, on va passer la parole au public. Vous avez probablement des questions à poser. Joël ? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit par rapport au le traducteur possiblement plus connu. J'ai pensé à l'exemple de Baudelaire traduisant Edgar Poe, les histoires extraordinaires. Combien de gens, je parle évidemment pas des initiés, mais sans Baudelaire, est-ce qu'Edgar Poe serait... C'est une question que je pose, que je me pose à moi-même. Est-ce qu'Edgar Poe serait aussi connu s'il n'y avait pas eu cette espèce de passeur déjà un peu maudit qu'était Edgar Poe à l'époque? Et ma deuxième question, pardonnez-moi, mais après je passerai le micro à quelqu'un d'autre. Vous avez parlé des classiques.
Bon, je suis très admirative de la culture grecque notamment, et j'ai lu plusieurs traductions de l'Odyssée. Celle à laquelle je reviens systématiquement, c'est celle de Victor Bérard, parce que il a réussi à rendre ce versifié, cet incantatoire du texte originel avec beaucoup de phrases en alexandrin, alors qui ne riment pas entre elles. C'est une traduction en prose. Mais voilà. Et il y a le ta-ta-ta, 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 c'est l'homme au mille ruses, qu'il faut me dire. Enfin, non, mais alors justement, et j'ai lu la traduction de Jacques Cottet derrière, qui est peut-être plus respectueuse, mais je ne suis pas assez helléniste pour en juger. Simplement, elle m'a beaucoup moins parlé parce que ça chantait pas. Donc je reviens à ce que disait Alain. La lectrice quasi lambda que je suis, revient, alors c'est peut-être le pouvoir de l'enfance aussi, hein. Je suis tombée dedans quand j'avais une dizaine d'années, donc le Bérard de poche qui est gondolé, taché, déchiré, bon, je lui reviens. Donc il y a une part de fidélité du lecteur aussi. Donc voilà, ma question portait là-dessus. Le traducteur, quand il est célèbre, entre guillemets, et est-ce qu'il ne joue pas un rôle dans la diffusion de l'œuvre ? Et enfin, y a-t-il des écoles, entre guillemets, là aussi, de traduction qui seraient meilleures ? Enfin, je me souviens du procès qu'on avait fait à Yourcenar au moment de La Couronne et la Lyre, parce qu'on avait dit qu'elle était partie dans des délires de poésie, mais que c'était pas juste. Enfin, il y avait des traducteurs officiels qui lui avaient fait tout un procès. Donc voilà, ma question portait là-dessus. J'espère que j'ai été claire. Oh, je peux répondre en partie, en tout cas. Ça dépend du choix du traducteur. S'il choisit d'avoir comme cible le lecteur, donc dans une langue traduite, ou si au contraire il a comme cible la fidélité à l'auteur. Ça conduit, dans des cas comme celui-là, à des situations presque extrêmes. Il est évident que lorsqu'André dit « je traduis en français avec une versification à la grecque », il est évident que c'est la fidélité à l'auteur. Et c'est un choix respectable, il ne s'agit pas du tout de le critiquer. Si à l'inverse, par exemple, lorsque Edmond Rostand a traduit Faust, bien sûr en alexandrin, en quoi vouliez-vous qu'il le traduisît ? Eh bien, il a fait le choix inverse. Il dit, je me mets à la portée d'un lecteur qui, lui, n'a pas accès à ce type de versification, ou en tout cas qui n'a pas systématiquement accès, même s'il est très cultivé, ce n'est pas une gymnastique habituelle. Donc il dit, je choisis au contraire de d'aller au-devant du lecteur. Ce sont deux choix et il n'y a pas de jugement de valeur. Ce sont deux écoles. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une école meilleure qu'une autre. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à préférer s'adresser au lecteur, mais notamment dans le cas des classiques, on peut très bien avoir le choix inverse, et c'est manifestement le cas dans ce que vous avez cité. Ce n'est qu'une réponse partielle et donc partiale. Et donc, pour dire « je ne suis pas d'accord », le procédé mais c'est normal et c'est bien. Mais voilà. Cela dit, je n'ai pas exprimé une opinion. Là, non, mais c'est absolument, constat, hein. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que une des caractéristiques de la réception française des traductions est la francisation des textes étrangers. C'est-à-dire qu'on transforme l'étranger en nous-mêmes. On le fait de deux façons. Soit on traduit en prose, en considérant, c'est ce qu'ont fait Baudelaire et Mallarmé quand ils ont traduit Le Corbeau, qui est un poème entièrement construit sur des onomatopées, sur des allitérations, et qu'ils ont traduit en prose, alors qu'eux-mêmes, dans leur propre poésie, ils travaillent sur le son d'une façon beaucoup plus fine que le poème original. Mais ils l'ont traduit en prose, c'est-à-dire qu'ils l'ont rendu absurde. Pourquoi ? S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait. Ils ne l'ont pas fait parce que, pour eux, la forme versifiée est réservée à la poésie pensée originellement en français. Tout le reste est prose. À une exception, quand Gérard de Nerval traduit le Faust, il le traduit en prose, sauf les chansons, qui sont des chansons. Mais tout le reste est en prose, alors qu'il n'y a pas une ligne de prose dans le texte original. Bon, ça c'est une chose. Il me semble, et par exemple, il faudrait que vous regardiez pour Homère les traductions de Philippe Brunet, qui sont extraordinaires, qui sont au Seuil, et qui essaient de recréer pour l'oreille un hexamètre. C'est ça le rythme d'Homère. Bon. Il me semble qu'il est très important
pour une traduction, de rendre la langue française un peu étrangère à elle-même. Parce que ce qui compte chez l'étranger, c'est le fait qu'il n'est pas nous. Et je ne sais absolument pas ce que c'est que le lecteur. Je ne le connais pas. Je connais des lecteurs. Et tous les lecteurs que je connais sont différents. Et donc je ne sais pas du tout ce que c'est que le goût du public ou le goût du lecteur, je ne sais pas. C'est un lieu commun. C'est mon goût à moi, le goût du lecteur. C'est absurde. Non. C'est pour ça que ce qui me paraît fondamental dans la traduction, c'est qu'on entende la langue française aussi pleinement qu'on peut l'entendre, mais justement enrichie par des modes de pensée, par des rythmes, par des intonations, voire par des civilisations autres. C'est ça qui fait la spécificité et la richesse du genre littéraire qu'est la traduction. Voilà. Jean Bonaparte aussi a traduit en vers. Exactement pareil en alexandrin. En alexandrin, oui. C'est ça que je ne pensais pas tout à l'heure, Oui. mais je me suis rappelé. Je le connaissais bien. Il y a aussi la traduction en roumain de Homère de George Murnau, qui est classique, qui est devenu classique, qui respecte le rythme. Pierre, tu as une question? Oui, alors c'est une question que j'ai travaillé déjà chez moi parce que ça m'a beaucoup intrigué votre travail. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser à tous les quatre, c'est entre soumission et insoumission. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous autorisez comme liberté dans votre métier de traducteur entre recréation et création, enfin retranscription et création? Difficile à dire, parce que tout dépend du genre qu'on traduit. Il est évident que, par exemple, si on traduit un texte technique, législatif ou autre, on n'a aucune liberté que celle que le langage nous permet, parce que vous savez très bien que plus le langage est spécifique, plus il est pauvre. On ne dispose que des mots que la langue nous donne. D'ailleurs, la question essentielle est: sommes-nous les maîtres de la langue ou c'est la langue qui est notre maîtresse? Alors, Notre maître ou notre maîtresse? Notre maître, excusez-moi, maître, voilà. Le langage est notre maître. Mais pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y a une question de liberté. La liberté réside, si vous voulez, dans le choix que nous avons des mots. Mais y a-t-il des mots dans la synonymie, je parle, mais y a-t-il une vraie liberté? Parce que la fidélité par rapport à l'auteur, elle doit passer précisément. Une traduction ne se fait pas avant de lire une fois, deux fois, trois fois, comme disait Madame Lenire, l'auteur. Pourquoi? Pour sentir quelles sont ses redondances, quels sont ses mots, quelle est la préférence qu'il a, quelles sont les idées qui reviennent, tout ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, non pas d'un livre, mais du langage de l'auteur. Alors devant ça, je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup de liberté. On a, en revanche, un entrepôt qui est derrière nous, qui est l'entrepôt de la langue dans laquelle on traduit. Madame Lénière est d'accord? Oui, absolument. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu? Excusez-moi, juste pour dire ce que je voulais. Excusez-moi, pour vous répondre, madame. J'ai un ami qui est décédé aujourd'hui, qui est un des grands traducteurs de la littérature française en russe, Mikhail Yesnov, qui a parlé de la traduction en parlant de l'art de la perte. Et je trouve que c'est une formule géniale. La question de la traduction, c'est savoir ce que tu as le droit de perdre au nom de quoi. Personne ne peut te le dire, c'est que toi qui le sais. Mais il y a des choses que toi-même tu sais que tu n'as pas le droit de perdre, que donc, si tu n'arrives pas à le faire, tu ne le fais pas. Et d'autres que tu es obligé de perdre pour arriver à quelque chose. Voilà. Oui. Perdre ou gagner. Oui, mais c'est pas tellement une question de droit que de sensation. Oui, bien sûr. Mais monsieur. Oui, justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur le mot perte.
J'aimerais bien savoir votre avis quand vous traduisez du roumain vers le français et puis du russe vers le français. Je vais prendre un exemple. De russe en français, de roumain en français. Oui, je vais prendre un exemple à partir du russe. Dans la langue russe, il y a une très très grande importance des constructions impersonnelles. Par exemple, c'est pas très poétique, je vais en prendre deux exemples. Na pavaroti machinu zavislo. En français, ce sera dans le tournant j'ai dérapé ou bien la voiture a glissé. Mais j'ai dérapé ou la voiture a glissé. Ou bien en russe, autre exemple, Yevo virvala, il a vomi. Bon. Dans ces deux exemples, quand on passe d'une langue à l'autre, il y a une perte. Il y a une perte du russe vers le français, parce que dans la structure des phrases russes, il y a inscrite, comme dirait Dan Burcha tout à l'heure, l'âme russe. Dans quel sens? Soyons plus concrets. Il y a inscrite la conscience que ces phénomènes ne sont pas dirigés par une volonté qui est agissante, un sujet agissant, mais sont des phénomènes dus au hasard ou des phénomènes de nature ou des phénomènes de réaction physiologique qu'on subit. La structure de la langue russe donne une grande importance à ce qu'on subit. On ne contrôle pas tout. Le russe sait, depuis la nuit des temps, qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on n'est pas toujours agissant. Alors, c'est ce phénomène de la perte que j'aimerais interroger, sur ce phénomène que j'aimerais vous interroger. Est-ce que, quand même, il n'y a pas à un moment donné, d'une langue à l'autre, une perte, donc, en fait, un échec du traducteur? Je disais que la perte est fatale. On n'arrive pas à rendre toute la saveur du texte original, quels que soient les efforts qu'on puisse faire. On reste frustré par la différence qu'il y a entre tout ce que l'auteur a mis dans sa phrase et ce qu'on peut y mettre nous-mêmes de l'autre côté. Moi, il me semble qu'il y a toujours cette petite notion de perte qui m'a amené, par exemple, à oser des choses comme des néologismes. Ou des mots carrément inventés. Voilà, oui. Des mots que vous avez inventés, oui. Moi, je ne parlerai pas en termes de perte de façon aussi radicale. Il y a un jeu de bascule, il y a et de la perte et du gain, si on peut dire. Je ne voudrais pas parler de gain de fonction, ça nous ramènerait à une actualité difficile. Mais c'est un jeu qui est double. Vous avez parlé du russe. Nous avons en fin de compte, pas simplement, en tout cas, nous n'avons pas l'expérience que d'une seule langue dans laquelle nous traduisons. Je crois que nous en connaissons tous plusieurs. Toi, tu en connais plusieurs. Bon, nous en connaissons tous plusieurs. Et la frustration, en réalité... Alors je sais bien que le français est ma langue maternelle et que peut-être j'amplifie un phénomène. Mais je crois que ça n'est pas une amplification, c'est vrai. Il y a une frustration particulière en français parce que le français, en tout cas un français de qualité, ne lâche pas prise. Alors que le roumain lâche prise. Je me rappelle Sépenag nous dire un jour à propos de la différence entre le français et le roumain. En français, je me sens dans un corset et en roumain, je me sens un papouch. C'est-à-dire dans mes babouches. Donc il y a une différence quand même entre les deux, cette difficulté à ne pas lâcher prise en français, parce qu'elle est intrinsèque au français, en particulier au français écrit, mais même au français parlé d'ailleurs. Le français ne lâche pas prise, il est précis, il est très analytique. Le roumain se contente beaucoup plus d'à peu près que le français. La grosse difficulté technique de la traduction entre ces deux langues, c'est celle-là. C'est que le roumain, l'à peu près, lui, fonctionne très bien. Si en français, on garde l'à peu près, ça ne marche pas. Oui, c'est la difficulté parce que la langue roumaine est très allusive. Voilà. Et très imaginée. Oui, c'est ça. Il y a une part d'implicite, on en a parlé tout à l'heure. Exact. Techniquement, la difficulté est là. Alors après ça, effectivement, on est obligé de mettre les pieds dans le plat. Donc, est-ce que c'est une perte? Est-ce que c'est un gain? Je ne sais pas. On peut toujours les discuter. Mais je me permettrai de donner un exemple quand même contraire à cette perte, c'est-à-dire par la volonté de tout dire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot trilogue? Est-ce que vous connaissez le mot trilogue? Parce que dialoguer, on sait, mais trialoguer, ça n'existe pas. Mais c'est normal que ça n'existe pas, parce que dialogue ne veut pas dire dialogue à deux, mais ça veut dire logos à travers. À travers. C'est une traversée. Alors, il faudrait pour ça qu'il y ait un dialogue d'abord. Or, il n'existe pas de dialogue. Dialogue. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, j'ai travaillé au journal officiel du Parlement européen.
Et voilà que nous arrive le mot trilogue, suite au trilogue de Bruxelles. Et on se regarde et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est du charabia. C'est du charabia. Alors, les Anglais, donc on est allé voir nos collègues anglais. Nous étions tous au même étage. Et ils disent, oui, mais trilogue, parce que ça existe. Il dit, parce que ça se dit comme ça. Mais je dis, ce n'est pas possible, parce que dialogue, ça ne veut pas dire à deux. Donc, dans une langue qui est moins normée, l'usage prend le dessus et on arrive à des barbarismes comme ça qui sont fabriqués par souci de facilité et de précision. Au lieu de dire, par exemple, suite à la réunion tripartite, on dit tout simplement un trilogue, ce qui est du genre de comique, si vous voulez. C'est le problème que c'est probablement en réalité un calque de l'anglais et non pas une traduction. Un calque, bien sûr. C'est le problème en fait du français d'aujourd'hui, de n'être pas capable de dire à l'anglais reste à ta place, nous parlons français en France, nous ne parlons pas votre charabia. Nous avons ce problème-là, nous sommes effectivement très colonisés dans notre tête sur les valeurs supérieures à l'anglais par rapport au français. Et ça n'a rien de linguistique, c'est une question importante par rapport à notre propre rapport à ce que nous sommes et à la façon de le dire. Il y a des questions encore, parce qu'on est un peu pressé par le temps. D'autres questions? Alors, je voudrais remercier infiniment Madame Lenir, Philippe Louvière, André Markovitch et Dan Bourcia d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais aussi vous dire merci à tous. Aujourd'hui, nous avons fait des enjambées fauves entre les langues, les pays, les enfances, les paysages. Nous avons aboli les distances, toutes les distances. J'avais commencé par Henri Gougaud et je finirai par Hervé De Luca qui disait « J'écris pour inventer une intimité avec le monde des autres, entrouvrir un passage en espérant que quelqu'un, en le parcourant, le rende achevé. » Auteur, traducteur, transcripteur, éditeur, libraire, c'est exactement ce qu'ils font. Et je voudrais les remercier, et remercier aussi tous les intervenants, bien sûr, vous, public, remercier Alain pour sa participation, et remercier Christophe dans le silence de l'exploit, et vous aussi, madame, voilà. Et surtout remercier la librairie Gallimard et Anne Ghisoli qui nous reçoit à chaque fois dans cet écrin magnifique. Et vraiment, merci, merci, merci. Et c'est le temps des dédicaces, si vous le voulez bien, parce qu'il y a des livres donc, qui sont là. Il y a le livre des nombres, enfin, il y a tous les livres des auteurs, des traducteurs qui sont là, sauf Dan. Dan, vous pouvez le commander sur le site de la NRF. Ce sont les lettres inédites que vous avez traduites de Émile Cioran. Voilà. Un grand merci à tous et vraiment merci, merci, merci. Et espérons d'avoir été à la hauteur. Voilà. Je ne sais pas, j'ai fait de mon mieux.